Et sans plus tarder, je vais passer la parole à ma voisine de droite, mademoiselle Emily Bensikali, qui va nous entretenir du protocole à l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine sur l'investissement. Et je tiens à préciser que mademoiselle Bensikali prépare une thèse de doctorat sous la direction de Madame Imen Berjab sur l'africanisation du droit international de l'investissement. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour votre présence. Merci, Madame Berjab, pour cette opportunité et aussi pour la collaboration pour organiser cette table ronde. Je veux aussi remercier mes collègues à l'Observatoire tunisien de l'économie pour leur coopération et collaboration pour l'organisation de cet événement. Merci à nos intervenants, Monsieur Bouzaïen, merci beaucoup pour votre intervention très riche et je veux remercier aussi nos intervenantes en ligne. Donc, mon intervention va porter sur un des textes juridiques qui s'inscrit dans ce projet continental, dans ce projet économique africain, qui est le protocole à l'accord de la ZLECAf qui porte sur l'investissement. Donc, ce texte juridique fondamental, il s'inscrit dans la phase 2 de la zone de libre-échange continentale africaine, comme ça a été mentionné par M. Fakhri. Donc, mon analyse va s'articuler en deux grandes parties. La première partie, je vais essayer d'explorer comment ce texte juridique à essayer de réinventer le régime continental d'investissement. Et deuxièmement, on va aborder la question des difficultés et des ambiguïtés qu'on trouve dans ce protocole. Donc, on va, entre guillemets, répondre à une problématique qui est dans quelle mesure ce protocole ou ce texte juridique a essayé d'africaniser le droit international d'investissement. Est-ce que l'Union africaine a réussi à africaniser ce droit qui a été longtemps vu comme un droit développé et mis par les pays du Nord. Donc, ce texte juridique qui s'inscrit dans un contexte historique où on veut changer de paradigme. En fait, on sait que historiquement, le droit international des investissements en Afrique a été fragmenté et dominé par des traités bilatéraux d'investissement centrés sur la protection des investisseurs. Aussi, on remarque qu'au sein de ce régime africain d'investissement et de ce régime international même, qu'il y a une asymétrie. Les pays africains, en cette matière-là, on les considère comme des rule takers, c'est-à-dire des récepteurs des règles en matière d'investissement. Donc, la vision ou l'objectif derrière ce projet de la ZLECAf et le projet du protocole de l'investissement, c'est faire des pays africains des rule makers, c'est-à-dire des créateurs ou des acteurs normatifs en matière d'investissement. Et on remarque ça, et il y a plusieurs aussi dans la doctrine en matière d'investissement. On qualifie aussi aujourd'hui l'Afrique d'un laboratoire normatif en matière d'investissement. Donc, ce contexte ou l'historique du protocole, c'est vrai qu'il s'inscrit dans le cadre de la ZLECAf, mais avant la ZLECAf, en 2008, l'Union africaine a initié un projet de texte juridique qui est le projet de Code panafricain d'investissement qui a été adopté en 2017 et qui a servi de première inspiration et boussole pour le protocole d'investissement. Donc, le cadre légal, comme ça a été mentionné, il s'inscrit dans la phase 2 de la ZLECAf. La négociation sur ce protocole a commencé après 2018 et plutôt en décembre 2021. Et l'adoption il y a une petite faute là, par les ministres des pays africains a été faite
en octobre 2022 et c'est le 19 février 2023 que le protocole d'investissement a été adopté par les chefs d'État de l'Union africaine. Mais on note que ce protocole, il est composé d'un texte principal qui est le protocole, mais aussi d'un annexe sur le règlement de déférent qui était supposé être adopté après 12 mois de l'adoption du texte principal de protocole, mais jusqu'à aujourd'hui, l'annexe du protocole n'est pas adoptée. Donc, selon le document de la 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, qui a été organisée en février 2025, l'annexe sur le règlement des différends du protocole d'investissement est toujours en phase de finalisation. Donc, si on vient sur la structure du protocole, il est donc composé de 54 articles et organisé sous 8 parties principales. Il porte sur, il y a les définitions générales de l'investissement, les normes d'investissement, aussi les obligations sur les investisseurs. Il y a la partie 7 sur la gestion du règlement de déférent, mais comme a été mentionné, il y a aussi l'annexe. Et il y a les dispositions finales qui concernent l'entrée en vigueur, la ratification et l'application. Ce texte a été publié dans la langue officielle de l'Union africaine, c'est-à-dire l'anglais, l'arabe, le français, l'espagnol, le portugais. Donc, on va commencer par exposer les innovations de ce protocole. Et le cœur de cette réinvention passe par la réforme du droit matériel et notamment par l'inversion de l'aspect asymétrique du droit matériel dans le cadre du droit international de l'investissement. Donc, le protocole d'investissement a essayé de redéfinir les standards de traitement, c'est-à-dire les normes et principes d'investissement qui sont des obligations pour les États. Donc, et il a essayé de clarifier une clarification des standards vagues, notamment la redéfinition de la clause de la nation la plus favori, donc dans l'article 14. Donc, le protocole de la ZLECAf adopte une approche rééquilibrée. Donc, la norme ne s'applique plus qu'après l'établissement de l'investissement et ne peut pas être utilisée pour importer des obligations plus favorables à d'autres traités. Donc, dans l'article 15, il expose les exceptions pour cette règle-là. Et ces exceptions, il garantit le droit des États à réguler dans l'intérêt public et protège les accords régionaux et la souveraineté fiscale. Donc, cette redéfinition de la MPF renforce la capacité des États africains à encadrer l'investissement tout en respectant la logique continentale de libre-échange et de promotion d'investissement. Une autre norme qui est problématique, qui a posé et est controversée, qui est le traitement juste et équitable, et qu'on trouve dans l'article 17, qui a été remplacé par le traitement administratif et judiciaire. Donc, cette norme-là de traitement juste et équitable a été toujours controversée. La doctrine la qualifie comme était vague, elle pose beaucoup de problèmes, puisque surtout dans le cadre de règlements de déférents, dans le cadre de CERDI, l'arbitre, il élargit dans sa définition. Donc aujourd'hui, dans le cadre du protocole de l'investissement, cette règle-là, elle est remplacée par le traitement administratif et judiciaire pour être plus ciblée et prévisible. La protection se limite aux abus manifestes, genre comme la discrimination sur la base de la race, du sexe ou
déni fondamental de la justice, etc. Donc, aussi, autre chose dans le droit matériel que le protocole essaie d'inscrire dans le préambule, mais aussi dans l'article 24, c'est le police power ou le droit des États, partie à réglementer dans les intérêts publics pour protéger la marge de manœuvre politique face aux potentielles contestations arbitrales pour, par exemple, expropriation indirecte. Donc, ce droit de régler, il est aussi très important et qui est une nouveauté qu'on trouve dans les textes juridiques en rapport avec l'investissement. Autre chose qui est très importante en termes de droit matériel qu'on trouve dans ce nouveau, dans cet instrument de nouvelle vague, si on peut qualifier, qui est le protocole, c'est qu'on introduit des obligations pour les investisseurs. Donc, et non pas seulement des droits protégés par les normes. En fait, le protocole est l'un des rares instruments internationaux à intégrer des obligations spécifiques pour les investisseurs, notamment en matière de conformité aux lois nationales, de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, des respects des droits humains et environnementaux. Donc, cette codification matérialise le passage d'une logique de défense de l'investisseur à une logique de développement responsable et de rééquilibrer ce droit matériel d'investissement. Mais plusieurs questions se posent concernant l'effectivité de ces obligations. Est-ce que l'État peut ou pourra-t-il poursuivre l'investisseur pour manquement à ces obligations? Ces obligations sont-elles des simples déclarations d'intention ou des devoirs contraignants? Donc, malheureusement, le protocole, jusqu'à maintenant, il est silencieux. Pourquoi? Parce que si le droit matériel est là, le droit procédural, c'est-à-dire ce qui concerne le règlement de déférent, manque ou n'est pas aussi clair jusqu'à maintenant, puisque l'annexe n'est pas encore disponible. Donc, ces obligations dépendent au futur mécanisme de règlement de déférent. Donc, deuxième chose que le protocole a essayé d'introduire, ou qu'on qualifie de réinvention du droit d'investissement, c'est qu'il a essayé de dynamiser ou la dynamisation des flux intra-africains pour la promotion et la facilitation des investissements intra-africains. Donc, l'investissement intra-africain est vu par le protocole comme une priorité politique. Donc, le protocole reconnaît que l'obstacle principal n'est pas le manque de protection, mais la complexité administrative. Donc, il a fait des mesures de promotion d'investissement qu'on trouve dans l'article 6, comme l'organisation des activités conjointes de promotion d'investissement, la promotion active des investissements qui contribuent au développement durable, à l'égalité des genres, etc. Donc, ça, on le trouve très important. Aussi pour la question de facilitation, on le trouve dans l'article 7. Donc, avant le protocole d'investissement, on remarque que dans le régime africain d'investissement, il se caractérise par des procédures opaques et complexes, par la multiplication des agences de promotion d'investissement. Même en Tunisie, on a plusieurs institutions en matière d'investissement et qu'on qualifie de labyrinthe, ces agences-là. Aussi, il y a des délais longs pour les permis et les visas pour faciliter la circulation ou la libre circulation. Donc, dans l'article 7, le protocole propose des solutions afin de réduire la complexité et le coût des transactions qui sont principalement la transparence des cadres réglementaires, la simplification de l'octroi des visas et des permis de travail, la rationalisation des procédures et la création de ce qu'on appelle les guichets uniques.
Autre chose qui est très importante pour la facilitation et la promotion des investissements et qui est une innovation au niveau institutionnel, c'est la création de l'Agence panafricaine du commerce et de l'investissement qu'on trouve dans l'article 42. Donc, c'est une institution technique. Son rôle, c'est de coordonner. Elle harmonise les stratégies des agences de promotion nationale. Elle essaie de renforcer et de fournir l'assistance technique pour les pays membres et d'informer, puisqu'elle gère ce qu'on appelle les guichets uniques d'information. Autre chose que je pense le professeur Mariam Mahrez va intervenir sur ce point-là, sur la question, la relation entre protocole d'investissement et développement durable, que cet instrument est au service de l'intégration régionale, mais aussi du développement durable et développement local. C'est un instrument aussi qui donc on trouve les règles d'origine et les chaînes de valeur. Donc les investissements intra-africains y participent aux chaînes de valeur régionales. Le protocole, il vise à renforcer l'intégration économique en profondeur, donc faisant de l'investissement un outil stratégique de l'industrialisation continentale. Donc, on voit que le droit matériel, il y a plusieurs innovations. On qualifie, comme j'ai mentionné, d'un protocole ou d'un instrument de nouvelle génération en matière du droit d'investissement, mais il y a plusieurs défis et plusieurs ambiguïtés que ce protocole pose. Donc, on se pose la question que ces ambitions de protocole sont-elles compromises par l'héritage du passé et les incertitudes à l'avenir, et surtout les incertitudes en relation avec le règlement des différends. Donc, pour le premier chapitre, on remarque qu'il y a des incohérences structurelles qui se manifestent surtout dans la fragmentation normative persistante. Donc, comme ça a été mentionné, l'Union africaine ou les pays africains sont organisés sous des communautés économiques régionales, les CER. Chaque communauté a ses propres instruments, a ses propres textes juridiques en matière d'investissement. Donc, ce qui va créer ce que la doctrine a qualifié de spaghetti bowl juridique. Donc, le protocole, il a essayé de trouver une solution dans l'article 49. Il exige que les États africains résilient leurs traités bilatéraux intra-africains. Donc, il considère que c'est la seule façon de garantir une norme unique sur le continent. Donc, c'est harmoniser les normes dans le cadre de l'Union africaine. Mais le vrai défi, réside dans les clauses de survie qu'on trouve dans les TBI. Donc, simplement résilier les traités bilatéraux d'investissement ne suffit pas, car ces clauses de survie les maintiennent actifs pour les investissements passés. Donc, l'exigence de l'article 49 est une rupture juridique majeure, mais qui nécessite un engagement politique des pays africains pour éviter que le protocole ne soit pas juste sapé par son propre passé. Donc, il y a aussi un deuxième défi qui concerne aussi l'engagement politique des pays africains et de ratifier ce texte de protocole. Donc, le protocole, il dépend d'une ratification généralisée. Sa force repose sur l'addition massive et son intégration dans le droit interne par les pays africains. Donc, sans une ratification
complète et une adaptation nationale des règles, son effet reste limité et le régime continental unique ne peut pas se concrétiser. Donc, l'autre point qui est très problématique et qu'on est resté dans l'hypothèse, genre, qu'est-ce qu'on va faire pour la question du règlement des différents investisseurs États. Et je pense que Madame le professeur Rim Ben Khalifa, son intervention va porter sur cette question-là, donc, qui est l'incertitude autour du règlement des différents investisseurs États. Donc, la question du règlement des différents investisseurs États a été laissée en suspens dans l'annexe relative au protocole. Et comme j'ai mentionné, dans le protocole, ça a été mentionné que les délais initiaux est de 12 mois après l'adoption du protocole. Le protocole a été adopté en février 2023, mais jusqu'à aujourd'hui, l'annexe n'est pas disponible et elle est toujours en phase de négociation. Donc, mais notons pourquoi ce blocage, parce que on sait très bien que ce régime international du règlement de défiant a été problématique et les pays africains ont été considérés comme victimes de CERDI, si on peut dire, de ce système de règlement de différents investisseurs États. Donc, il y a une contestation politique de ce régime traditionnel. Donc, il y a un mouvement anti-règlement de différents investisseurs États, comme l'Afrique du Sud et la Tanzanie et d'autres pays africains qui ont soit résilié ou révisé leurs traités bilatéraux d'investissement. Donc, on veut créer un système juridique parallèle qui permet aux tribunaux arbitraux de contourner la justice nationale. Donc, quelle est la solution qui va proposer l'annexe au protocole? Est-ce qu'on va suivre le modèle européen? On sait aujourd'hui qu'au niveau de l'Union européenne, on va créer le cours de l'investissement, c'est-à-dire tout un régime juridique européen pour le règlement de différends en matière d'investissement en Europe. Et cela va renforcer la souveraineté des pays européens. Est-ce qu'on va suivre ce modèle européen ou est-ce qu'on va créer notre propre modèle ou on va garder sur la procédure ancienne, c'est-à-dire aller au CERDI? Donc, le règlement de défiant, il pose plusieurs questions. Donc, on attend l'annexe pour répondre à ces questions-là, puisque, comme j'ai mentionné, l'arbitrage investisseur-État a des coûts. Et comme on peut voir, donc l'enjeu n'est pas seulement idéologique de refuser cet ancien système, mais aussi il est bien financier. 5,38 milliards de dollars l'Afrique a perdu dans le cadre du CERDI. Donc, plus de 55 cas documentés contre les États africains. Il faut revoir ce régime d'investissement, ce régime de règlement de défiant d'investissement. Il y a aussi les limites institutionnelles que pose le protocole et la question des capacités des pays africains. En fait, l'efficacité des normes d'investissement modernes dépend fortement de la compétence des acteurs judiciaires et administratifs au niveau national. Donc, sans un renforcement des institutions internes, des ressources humaines, c'est-à-dire des juges, des fonctionnaires administratifs, la capacité où ces règles vont rester juste encre sur papier. Donc, les systèmes internes doivent devenir la principale voie du recours, c'est ce qu'on recommande.
Aussi, la question du coût de ces règlements des différends reste aussi problématique. Donc, même avec un mécanisme africain, si on va créer un mécanisme africain, les coûts de la procédure restent très élevés et les États africains vont faire face à des ressources juridiques et financières limitées. Donc, en conclusion, on peut dire que ce protocole de la ZLECAf sur l'investissement est un document historique parce qu'il essaie, comme j'ai mentionné, d'africaniser ce régime international d'investissement. Il essaie de changer de paradigme. Donc, les pays africains sont passés du statut de récepteurs des règles ou de rule takers pour devenir des rule makers en matière d'investissement. Ils consacrent le droit de réglementer, ils consacrent des obligations pour les investisseurs. Il y a aussi la question du développement durable qui est très, très importante, mais il y a plusieurs défis et il y a plusieurs ambiguïtés dont on ne trouve pas la réponse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. C'est nous qui vous remercions pour cette intervention, effectivement, qui montre les bons côtés, finalement, de ce projet ambitieux relatif à l'accord sur le protocole relatif à l'investissement, mais finalement aussi les obstacles et les freins relatifs à sa mise en œuvre. Donc, le projet est ambitieux, reste maintenant à véritablement s'unir pour remettre un petit peu au goût du jour les légalités finalement souveraines des États. On a vu que vous avez cité l'Afrique du Sud et la Tanzanie qui ont soit réviser, soit résilier les TBI. Est-ce que c'est facile pour des États qui sont engagés en vertu de traités bilatéraux relatifs aux investissements de remettre en évidence leurs engagements conventionnels? Enfin, c'est toute une question, mais le débat est ouvert. Je pense qu'on va passer sur la troisième intervention. Juste une petite intervention par rapport à Madame Amélie, je voudrais la remercier. Juste pour ajouter 2 petits points. Le premier point, c'est que l'idée de mettre en place un annexe sur le règlement différent, c'était l'idée de la Tunisie, parce qu'au niveau du protocole initial, c'était juste 2 articles, et les experts tunisiens ont jugé qu'il faut mettre un annexe par rapport à ça. Le deuxième point, que l'accord n'entre en vigueur que suite à l'adoption de l'annexe, et 5 ans après son entrée en vigueur, les accords les bilatéraux doivent disparaître. Et donc, voilà. Donc, ces 2 éléments-là, donc, c'était l'idée de l'équipe de négociation tunisienne, donc, par rapport à ces 2 points-là. Le deuxième point, c'est que pour l'Agence panafricaine du commerce et d'investissement, le secrétariat a déjà envoyé aux pays qui veulent abriter cet organisme-là. Donc, la Tunisie est un des pays qui était appelé. Et en parallèle, dernièrement, ils nous ont envoyé aussi une demande pour la création du réseau des points focaux africains des investissements qui seront les points relais pour expliquer soit le protocole au niveau des investisseurs, soit aussi de donner, d'être les représentants de chaque pays qui feront partie de ce réseau. Le ministère de l'économie et de planification, le TIA et le FIPA ont été invités à nous donner les coordonnées de leurs points focaux. Donc, c'est 2 points que je voulais ajouter. Merci.